tardes, Manuel Villas. Vous êtes l'invité du festival Le Goût des Autres. Alors, du 21 au 24 janvier 2021, la ville du Havre décline son festival littéraire en ligne en vous proposant 10 rendez-vous sur le thème des frontières du réel. Avec nous, nous avons également aujourd'hui Pascal Fougère qui sera notre interprète. Je voulais d'abord vous demander, Manuel, si tous vos ancêtres étaient des enfants de l'analphabétisme, qui vous a donné le goût des mots? Eh, ¿Quién te ha dado el sí, gusto a por- las palabras? fue a través de los libros, la curiosidad por los libros, cuando siendo joven, niño, casi adolescente, pues empecé a leer libros. Quería saber qué había detrás de los libros. Los libros me parecían un desafío y quería comprender el contenido de los libros. Así fue como entré en las palabras. En fait, ça s'est fait à travers les livres, hein. J'ai eu une curiosité pour les livres quand j'étais jeune, enfant, presque adolescent, je dirais. C'est le moment où j'ai commencé à lire et je voulais savoir ce qu'il y avait derrière les livres. Ces livres me paraissaient un défi et donc j'avais envie de comprendre, de savoir ce qu'il y avait là derrière. Vous qui aimez les mots racine ou ancrage, qui est un mot essentiel dans la vie humaine, en quoi est-ce que vous diriez que vos romans Ordesa y Alegría explorent vos racines? Sí, ¿qué es que se racine? La última palabra. Raíces. Ah, la raíz, sí. Mis dos novelas, efectivamente, exploran las raíces mis raíces familiares. En el caso de Ordesa es la familia en la que yo fui hijo y en el caso de Alegría la familia en la que yo fui padre. Porque para mí las raíces de una persona son importantes, pues nos dicen quiénes somos, responden a nuestra identidad. Oui, effectivement, hein, mes deux romans explorent mes racines familiales. Ordesa, le premier, qui est paru l'année dernière, explore donc du point de vue de moi comme fils, et le roman qui vient de paraître, Alegría, explore le point de vue en fait de moi comme père, hein, parce que je crois que les racines, elles sont très importantes. C'est en fait ce qui indique qui on est, ce qui nous donne notre identité. Pourquoi est-ce que c'est un mot qui fait pour vous la beauté et la joie? Bueno, yo no puedo vivir sin alegría y sin belleza. Son dos sentimientos que nos convierten en seres humanos, la alegría y la belleza. De hecho, con la pandemia hemos mal vivido porque faltaba alegría y faltaba belleza. Alors, je ne peux pas vivre sans joie et sans beauté. C'est deux sentiments, je crois, qui font de nous des êtres humains. Et effectivement, avec la pandémie, hein, on a mal vécu parce que je crois que ces deux choses-là nous manquaient. Proust disait que sa religion était le passé. Vous vous rajoutez, mes fantômes du passé sont tout ce que je suis aujourd'hui. En quoi est-ce que vous diriez que vos fantômes ont façonné à la fois l'homme et l'écrivain que vous êtes? La Falom no lo he entendido, Pascal. ¿Cómo tus fantasmas Sí. has hecho, te conformaron como escritor y hombre? Sí. Bueno, es una especie de... yo digo, como ella ha dicho, que el pasado es una religión. Tiene que ver con la madurez de un ser humano cuando ya ha cumplido 50 años. Se da cuenta de que buena parte de su vida ya ha sucedido. Y entonces se pone a valorar cómo fue esa vida, ¿no? Por eso digo que mi religión es el pasado, ¿no? Entonces, porque buena parte de tu vida ya ha sucedido.
Alors, effectivement, hein, c'est une espèce. Le passé est une espèce de religion, hein, parce que je crois que quand un être humain atteint sa maturité, on va dire autour d'une cinquantaine d'années, d'une certaine manière, il réalise qu'une bonne partie de sa vie est derrière lui, hein, une bonne partie de sa vie est du passé, et donc c'est le moment où il commence à essayer de regarder ce qui a pu se produire. C'est pour ça que je dis que le passé est ma religion, en fait. Et qu'en est-il de la façon dont il a façonné aussi l'écrivain que vous êtes? Pourquoi les fantômes sont si présents dans votre œuvre? Por amor, los fantasmas están presentes por un amor misterioso, difícil de explicar. Yo creo que por eso he escrito esas dos novelas, ¿no? Cuando un escritor no sabe cómo explicar el misterio de la vida, pues se pone a escribir una novela y trata de 200, 300, 400 páginas explicar ese misterio. Yo he vivido con fantasmas porque mi padre y mi madre fueron muy importantes en mi vida y murieron. Y la manera de que sigan conmigo es convirtiéndolos en fantasmas. Yo hablo de fantasmas buenos. Oui, ces fantômes, ils viennent là par amour, en fait, hein. Ils sont présents en raison de l'amour, parce que l'amour, c'est un mystère qui est très difficile à expliquer. Et quand un écrivain, en fait, se trouve en face d'un mystère qu'il ne peut pas expliquer, généralement, il écrit un roman, hein. Il va écrire X centaines de pages. Et en fait, c'est quelque chose qui est important. Et je continue, en fait, j'ai écrit pour que ces fantômes, en fait, qui sont des fantômes bienveillants, restent présents, soient là encore avec moi. On l'a dit en introduction, le thème des frontières est très présent dans l'édition de ce festival cette année. Est-ce que vous diriez, Manuel, qu'il existe une frontière entre les vivants et les morts? Una frontera entre vivos y muertos, pero estamos siempre, los vivos y los muertos están siempre en contacto. Es uno de los grandes, desde los griegos, desde la Ilíada y la Odisea, los vivos quieren hablar con los muertos. Es otra de los grandes misterios de la identidad humana, ¿no? Seguimos pensando que los muertos están con nosotros, ¿no? En el caso de los hijos que han perdido a sus padres están todo el día pensando en sus padres, ¿no? Entonces hay una frontera física, pero psíquica no existe una frontera psíquica, porque necesitas integrar a los muertos en tu vida. De hecho, si no los integras, te quedas sin pasado. Oui, je crois que les vivants et les morts, en fait, hein, ont toujours été en contact pour les êtres humains, et ça depuis les Grecs, en fait, hein, l'Iliade et l'Odyssée. Les vivants veulent toujours parler aux morts. C'est un autre des grands mystères, en fait, de l'identité humaine, hein. Nous pensons que les morts, en fait, sont toujours avec nous. Les fils qui ont perdu, ou les enfants qui ont perdu leurs parents, hein. Et donc, il y a une frontière qui est physique, mais il n'y a pas de frontière psychique, psychologique, hein, parce qu'on doit absolument intégrer les morts à nos vies, sinon on est sans passé. Sí, me gustaría explicarlo de una forma muy visual. Entre vivos y muertos es la primera gran Wi-Fi antes de la nuestra, de Internet. La primera gran Wi-Fi era la comunicación entre vivos y muertos.
Oui, j'aimerais expliquer la chose de manière un peu plus visuelle, hein. La communication entre les vivants et les morts, hein, c'est le premier lien Wi-Fi, donc sans fil, avant notre Wi-Fi contemporain, en fait, hein, cette connexion qui a toujours été là. Et en quoi est-ce que l'écriture vous aide à franchir cette barrière, cette frontière qu'il pourrait y avoir entre ces deux mondes? Esto no lo he entendido, Pascal. ¿Cómo la escritura te ayuda a pasar este límite entre vivos y muertos? Es un poco lo que inventó Proust. Si tú escribes sobre tu padre y tu madre, ellos regresan a la vida. Es el poder catárquico de la literatura, hacer regresar a través de las palabras a los muertos. Oui, c'est exactement ce qu'a écrit Proust, en fait, hein. Si on écrit sur son père et sa mère, donc on les fait revenir. C'est le pouvoir cathartique de l'écriture et c'est ce retour possible par le truchement des mots. Par le truchement des mots, vous parvenez aussi à nous parler de votre pays. Vous estimez que Federico García Lorca aime l'Espagne comme nul ne l'a jamais aimé. Et vous, que ressentez-vous pour ce pays? Et quelle image aimeriez-vous nous montrer de l'Espagne à travers vos livres? Sí, yo tuve como una revelación escribiendo la novela, que fue como si García Lorca me dijera su amor por el pueblo, por la gente. El gran amor de un poeta como García Lorca a los españoles, no al poder, sino a la gente, ¿no? Es decir, esa distinción entre las clases dominantes, entre las jerarquías y el pueblo, ¿no? Esto es Lorca y me parece que sigue existiendo ahora. A mí me gustan mucho los españoles, pero la forma histórica de España es ya un debate político muy complicado, ¿no? El otro día, perdona que me extienda, el otro día Laura Adler en París rescató una cinta de Albert Camus en donde él distinguía entre quienes hacen la historia y quienes padecen la historia. Entonces, García Lorca, los escritores, o Camus, estamos a favor de quienes padecen la historia. Oui, c'est comme García Lorca le disait, hein, c'est la question de l'amour, en fait, du peuple, de l'amour des gens, l'amour que lui portait aux Espagnols, pas aux personnes qui représentent le pouvoir ou qui tiennent le pouvoir, mais aux gens, hein. Et c'est cette question, en fait, de l'amour qui peut être porté non pas aux dominants ou aux hiérarques, mais aux gens, tout simplement, hein. Et c'est ça que Lorca m'a permis de voir quand je me suis mis à écrire, ce qui était toujours présent chez lui. Et comme moi, j'aime beaucoup les Espagnols. Après, si on parle de l'Espagne d'un point de vue historique, je crois qu'on rentre dans un débat qui est beaucoup plus compliqué. Mais je vais faire référence, en fait, l'autre jour, lors d'une interview avec Laura Adler, elle a repassé un son qui était le discours que Camus a fait lorsqu'on lui a remis son prix Nobel, et il parlait, en fait, de la différence entre les gens qui font l'histoire et ceux qui, d'une certaine manière, souffrent l'histoire. Voilà, ceux qui souffrent de l'histoire. Et je dirais qu'en fait, les écrivains, García Lorca et Camus, sont des gens qui sont du côté de ceux qui souffrent de l'histoire ou souffrent l'histoire.
C'est également votre cas, Manuel, puisque vous nous faites découvrir l'histoire à travers l'histoire intime, l'histoire personnelle des petites gens qui ne vont jamais figurer dans les livres d'histoire, justement. Vous l'avez rappelé au début, c'est aussi une série de livres sur la famille. Votre père, vous le décrivez comme un explorateur de la simplicité du monde, et vous diriez que vous étiez quel fils et quel père? Esto no lo he entendido. Describes a tu padre como explorador de la Sí, simplicidad eso es, del mundo, sí. pero si hablamos de ti, ¿qué tipo de hijo y qué tipo de padre eres? Bueno, yo estoy muy obsesionado por parecerme a mi padre. Es casi una obsesión, ya lo he dicho, una obsesión, porque yo quería mucho a mi padre. Mi padre, vi en él la bondad absoluta, ¿no? También era una persona muy vulnerable, ¿no? Me gustaría ser como mi padre. Y eso me gustaría trasladar a mis hijos, pues el amor a las raíces, ¿no? Por lo menos el conocimiento de las raíces familiares, ¿no? Esa idea hermosa de abuelos, padres e hijos, ¿no? Oui, je suis obsédée par l'idée de ressembler à mon père, hein. J'aimais beaucoup mon père, hein, et je voyais en lui en fait la bonté absolue, et en même temps c'était quelqu'un de très très vulnérable. Je suis aussi en fait obsédée par cette idée de transmettre à mes fils les racines familiales, ce rapport entre père et fils, ou au moins à minima une connaissance de ces racines familiales. En ese sentido, mi literatura es muy original porque las literaturas sobre la familia suelen ser siempre ajuste de cuentas. En mi caso es todo lo contrario, es un enorme agradecimiento. Oui, en ce sens, hein, ma littérature est très originale parce que souvent, lorsque les livres parlent de la famille, c'est un peu des règlements de compte, alors que les miens sont plutôt, je dirais, des témoignages de gratitude, hein, et quelque chose qui remercie. A mí me interesa muchísimo el agradecimiento, no buscar culpables de nada, sino el agradecimiento es revolucionario. Oui, moi, l'idée, en fait, hein, du remerciement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas du tout intéressée par la recherche du coupable. Je pense qu'au contraire, hein, l'idée même de remerciement, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Vos romans sont aussi une réflexion sur l'écriture et vous écrivez qu'en tant qu'écrivain, votre responsabilité morale consiste à rappeler l'existence du mystère. Vous en avez évoqué plusieurs au cours de cet entretien, mais quel est vraiment le mystère de la vie qui continue à vous fasciner, à vous inspirer? Pues yo creo que el misterio de la vida está sin resolver. La ciencia últimamente ha tenido un gran protagonismo desde hace 30 o 40 años, pero nadie en estos momentos está en posición de explicar qué es la vida humana, de dónde venimos, qué es lo que tenemos, qué es esto de la vida, ¿no? Por tanto, la literatura sigue teniendo una gran vigencia, porque la literatura es al menos un intento de representación del misterio de la vida. Oui, je crois que de toute façon, le mystère de la vie, il est absolument pas résolu, hein. La science a eu ces 30 ou 40 dernières années un rôle de tout premier plan, mais néanmoins, personne ne peut dire ce qu'est réellement la vie humaine et d'où nous venons. Mais je crois que la littérature, en fait, elle a un rôle de tout premier plan puisque, évidemment, elle tente, en fait, de répondre aussi à cette question-là. D'où venons-nous?
Qu'est-ce qui vous fait, vous, gravir le grand escalier de la joie, comme vous l'avez écrit, la joie qui a donné le titre à ce roman qui s'appelle donc Alegría? Para mí la alegría es el sentimiento biológico, primitivo, atávico más importante del ser humano. Es una adhesión a la vida, es un sentimiento íntimo y privado, no es de carácter social. Oui, je crois que la joie, en fait, c'est un sentiment biologique, primitif, atavique. C'est ce qui représente vraiment l'adhésion à la joie et c'est quelque chose qui est tout à fait intime et privé. C'est pas du tout quelque chose de social. Alegría, je tiens à le rappeler, est paru aux éditions du Sous-sol. Je voulais vous poser une dernière question, Manuel. Comme vous le savez, ce festival s'intitule Le goût des autres. Que vous inspire cette expression et en quoi est-ce que vous avez le goût des autres? El gusto por los otros, ¿no? Sería, Pascal. Si, Bueno, si, si. hay algo fundamental en la vida del ser humano, que es tú no existes si otro no te ve. La vida social es más que vida social. El certificado de que estamos vivos es cuando vivimos juntos. Es decir, un hombre o una mujer solos no pueden decir que están vivos. Necesitamos a los demás. Oui, je crois que c'est quelque chose de fondamental, en fait, l'autre dans la vie des gens. C'est-à-dire que on n'existe que si on existe pour l'autre, hein. Et ça va bien au-delà en fait de ce qui pourrait être une vision sociale de la chose, hein. On ne vit vraiment que quand on vit ensemble. Je pense qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'un homme seul ou une femme seule sont vraiment vivants. Muchas gracias, Manuel Vilas. Merci beaucoup pour cette belle Merci beaucoup. question et merci aussi à Pascal Fougère pour son interprétation.